Tu peux te marier n'importe quand, a dit. C'est mon premier bébé. C'est ce que ma sœur a dit 6 semaines avant que je remonte l'allée dans un jardin rempli de chaises vides. Elle l'a dit comme si elle choisissait entre 2 endroits pour un brunch, comme si le jour de mon mariage était quelque chose que je pouvais reprogrammer selon ses convenances. Alors, elle a réservé sa fête de prénatal le même jour, à la même heure. Et un par un, toute ma famille l'a suivi. Ma mère, mes tantes, mes cousins, même mon père, l'homme qui m'avait tenu les mains et promis qu'il m'accompagnerait à l'hôtel. Il a choisi les sandwichs de clubhouse d'un country club plutôt que les vœux de sa propre fille. 7 personnes sont venues à mon mariage. 417 messages sont arrivés au moment où ils ont réalisé ce qu'ils avaient manqué. Avant de continuer, si cette histoire vous touche de près, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment concerné. Laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez et votre heure locale. Je m'appelle Adeline Farao. J'ai 28 ans. Et maintenant, laissez-moi vous ramener 6 mois avant mon mariage, au dîner de la fête de l'Action de grâce où mon père a regardé mon mari dans les yeux et lui a dit qu'il n'arriverait jamais à rien. Dans la famille Farao, il y avait une règle que personne ne disait tout haut, tout tournait autour de ma sœur, Colette. Mon père, Richard Farao, a passé 31 ans comme directeur d'agence dans une banque régionale à Hartford. Respectable, stable, le genre d'homme qui portait les mêmes 3 cravates en rotation et appelait cela de la discipline. Ma mère, Diane, restait à la maison, animait des clubs de lecture et s'assurait que la maison de Glastonbury soit toujours à la hauteur. Une coloniale blanche, des volets noirs, des hortensias le long de l'allée. De l'extérieur, nous ressemblions à une carte postale. De l'intérieur, les chiffres racontaient une autre histoire. Colette a épousé Brett Whitfield il y a 5 ans. Les Whitfield possèdent une société d'immobilier commercial dans le comté de Fairfield. Ou du moins, ils la possédaient. À l'époque, Brett était le gendre idéal. Il a acheté à Colette un SUV Lexus, un bracelet Love de Cartier, plus important encore, il a acheté la loyauté de mes parents. Brett payait l'hypothèque de la maison de Glastonbury. Il a donné à ma mère une carte de crédit supplémentaire. Il a financé la rénovation de la nouvelle cuisine et, en retour, toute la famille Farao traitait Colette comme si elle avait gagné le prix Nobel de la réussite. Colette n'a pas gagné de salaire depuis 6 ans. Elle se dit mondaine et organisatrice d'événements, bien que je n'ai jamais vu de preuve de l'un ou l'autre. Mais dans ma famille, faire un beau mariage équivaut à réussir sa vie. Et puis il y avait moi, Adeline, la plus jeune, celle qui travaillait en tant qu'illustratrice indépendante. Des livres pour enfants, de l'art éditorial, le genre de travail qui ne vient pas avec un bureau de coin ou une carte de visite. Celle qui vivait dans un studio loué à New Haven avec des comptoirs tachés de peinture et un canapé d'occasion. Je n'en ai jamais voulu à Colette d'avoir épousé un riche. J'en voulais au fait que cela faisait oublier à tout le monde que j'existais. J'ai rencontré Marcus Delaney lors d'une foire d'art à New Haven il y a 3 ans. Il se tenait devant l'une de ses propres peintures, une grande huile représentant une femme lisant sur un escalier de secours à Brooklyn, la lumière accrochant ses cheveux juste comme il faut, et il la regardait en fronçant les sourcils comme si elle lui devait de l'argent. J'ai ri, il s'est retourné, et quelque chose dans ses yeux, cette intensité calme et concentrée, m'a fait m'arrêter. Marcus est un peintre réaliste contemporain. Il travaille à l'huile, principalement des portraits et des paysages urbains. Et il a le genre de talent que les gens du monde de l'art décrivent comme rare et que ma famille décrit comme n'étant pas un vrai métier. Il vendait des pièces par l'intermédiaire de petites galeries et acceptait des commandes quand elles se présentaient. Certains mois étaient bons, d'autres mois nous mangions beaucoup de pâtes, mais nous construisions quelque chose d'honnête, et cela comptait pour moi plus que n'importe quelle prime trimestrielle. Ma famille ne l'a jamais vu de cette façon. À la fête de l'Action de grâce, 8 mois avant le mariage, j'ai emmené Marcus à la maison de Glastonbury pour le dîner. Colette est arrivée dans la Lexus avec 2 bouteilles de Cabernet de Napa Valley. $200 la bouteille, elle a bien pris soin de le mentionner. J'ai apporté une tarte que j'avais cuisinée moi-même. Ma mère a posé le vin sur la table de la salle à manger avec les 2 mains comme s'il s'agissait d'un sacrement. Elle n'a pas mentionné la tarte. Pendant la dinde, mon père s'est penché vers Marcus avec ce sourire particulier, celui qui fait semblant d'être amical. « Alors, Marcus, a-t-il dit, quand vas-tu trouver un vrai travail ?» Brett a gloussé de l'autre côté de la table. Colette a penché la tête et a dit, « Au moins, Adeline a quelqu'un, n'est-ce pas ?» Sa voix dégoulinait de pitié. Marcus n'a rien dit.
Il a juste glissé sa main sous la table et a serré la mienne. Ce que personne ne savait, ce que je savais à peine moi-même, c'était que Marcus avait récemment terminé une grande peinture pour un nouveau client que notre propriétaire, Harold, lui avait présenté. Je n'ai pas posé de questions. Je ne pensais pas que c'était important. C'était la chose la plus importante qui nous soit jamais arrivée. Harold Branton était le genre d'homme devant lequel on passait sans le remarquer, à moins d'y prêter attention. 67 ans, cheveux argentés, calme. Il portait la même veste en velours côtelé la plupart du temps et buvait son café noir dans une tasse ébréchée où il était écrit Chelsea NYC sur le côté. Il possédait la vieille maison victorienne sur M Street à New Haven, où Marcus et moi louions le studio au rez-de-chaussée. $800 par mois pour un espace de travail et de vie avec des plafonds de 12 pieds et des fenêtres orientées au nord. Absurdement bon marché, même selon les normes de New Haven. Quand j'ai demandé à Harold pourquoi le loyer était si bas, il a haussé les épaules et a dit « Je préfère avoir des artistes dans l'immeuble que des comptables. » Sans offense pour les comptables. Pour moi, Harold était simplement notre propriétaire, un gars retraité de l'art, gentil, qui nous laissait payer en retard une fois sans frais et qui nous apportait des tomates de son jardin en août. Mais Harold avait l'habitude de descendre pour regarder Marcus travailler. Il se tenait près du chevalet, café à la main, et disait des choses comme « La lumière sur la mâchoire, pousse-la vers le chaud de juste un demi-degré. » Marcus ajustait, et la peinture se transformait. Un après-midi, Harold a dit quelque chose que j'ai failli oublier. Il a dit à Marcus, « Ton travail me rappelle quelqu'un que je représentais autrefois et qui vend maintenant pour des sommes à 6 chiffres. » J'ai souri poliment, je pensais qu'il était simplement généreux. À peu près à la même époque, Harold a mentionné qu'un ami voulait voir plus du travail de Marcus. Il a demandé si Marcus pouvait photographier quelques pièces récentes et les envoyer. Je me suis dit que c'était une autre petite galerie, peut-être un collectionneur régional. Le monde a une drôle de façon de trouver le vrai talent, Adeline, m'a dit Harold un soir alors que je lavais des pinceaux dans l'évier. Ça prend juste plus de temps quand on est honnête à ce sujet. J'aurais dû poser plus de questions, mais j'étais trop occupé à m'inquiéter pour le mariage. En janvier, Marcus m'a demandé en mariage pas de bague au début, juste une question posée doucement alors que nous étions allongés sur le sol du studio, entourés de toiles à moitié terminées, la neige tombant devant la fenêtre. Plus tard, il a sculpté une bague dans du bois de noyer récupéré. C'était la plus belle chose qu'on m'ait jamais donnée. J'ai appelé mes parents ce week-end-là pour partager la nouvelle. Nous avions fixé la date, le 14 juin. Une petite cérémonie dans un jardin près de Mystic, dans le Connecticut. Rien d'extravagant. 42 invités, des fleurs sauvages, une arche que Marcus construisait avec du bois de récupération. La première réponse de mon père a été, le 14 juin. Laisse-moi vérifier. Pas de félicitations, pas de je suis si heureux pour toi. Juste laisse-moi vérifier. Il a rappelé 2 jours plus tard. Je serai là, ma chérie. Je t'accompagnerai à l'hôtel. Je le promets. J'ai gardé ces mots comme du cristal. Ma mère a demandé, c'est gentil, ma puce. Combien ça coûte? Elle n'a pas posé de questions sur ma robe. Elle n'a pas posé de questions sur les fleurs. Elle n'a pas demandé si j'étais heureuse. Colette a envoyé un SMS. Un seul. Félicitations. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Puis, le silence. Pas de suivi, pas d'appel téléphonique, pas d'offre pour aider à planifier, goûter les gâteaux ou choisir un lieu. Pour la sœur qui se présentait comme organisatrice d'événements, c'était flagrant. Marcus et moi avons tout fait nous-mêmes. J'ai conçu les invitations à la main. Des fleurs sauvages à l'aquarelle sur du papier cartonné crème, chacune légèrement différente. J'ai pensé au mariage de Colette 5 ans plus tôt, 300 invités, des invitations avec dorure à la feuille, un orchestre de 12 musiciens. Mais j'aimais nos invitations. C'étaient les nôtres. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Colette n'a pas discuté la date. Elle a toujours un avis sur tout. Cette fois, elle n'a rien dit. Et le silence de ma sœur n'est jamais bon signe. 3 semaines avant le mariage, j'ai reçu un appel de ma tante Patricia, la sœur aînée de ma mère et la commère désignée de la famille, et elle a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Ma chérie, est-ce que tu vas aussi à la fête de Colette, ou seulement au mariage? C'est le même jour, n'est-ce pas?
Je me tenais dans la cuisine, un pinceau à la main, de la peinture turquoise coulant sur le sol. Quelle fête? La fête prénatale, le 14 juin, au club de Greenwich. Tu n'as pas reçu l'invitation? Je n'avais pas reçu l'invitation. J'ai appelé Colette. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix enjouée et répétée. Oh mon Dieu, a dit. Je ne m'étais pas rendu compte que le lieu que Brett a réservé n'avait que le 14 juin de disponible. C'est toute une histoire avec le traiteur et la société de location. Je ne peux plus le déplacer maintenant. Mais ton mariage est l'après-midi, n'est-ce pas? Peut-être que les gens peuvent faire les deux. Mon mariage était à 15 h à Mystique. La fête de Colette était à midi à Greenwich, à 1h30 de route minimum. Personne ne pouvait faire les deux. Elle le savait. Je le savais. Les lois de la géographie le savaient. La fête prénatale aurait lieu au Greenwich Country Club, service de voiturier, traiteur d'un restaurant français de Stanford, sac cadeau monogrammé à chaque place. Colette m'avait raconté les détails comme s'il s'agissait de l'événement de quelqu'un d'autre, comme si c'était inévitable, un cas de force majeure. Mais voici ce qui m'est resté sur l'estomac comme une pierre, quand j'ai vérifié auprès de tante Patricia. Elle a confirmé que Colette avait envoyé les invitations pour sa fête 2 semaines avant que j'envoie mes faire-part de mariage. 2 semaines avant. Elle connaissait la date de mon mariage depuis des mois. Elle l'a choisi quand même. A dit, je suis tellement désolée, a dit Colette, sa voix douce comme de l'arsenic. Mais c'est mon premier bébé. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu peux te marier n'importe quand. J'ai d'abord appelé ma mère. Maman, tu sais que mon mariage est ce jour-là. Un silence. Le genre de silence qui contient déjà la réponse. Je sais, ma chérie, mais Colette a vraiment besoin que la famille soit là. C'est le premier petit enfant pour ton père et moi. Est-ce que tu ne pourrais pas décaler de quelques semaines? J'ai déjà payé les acomptes, maman. Non remboursables. Nous avons envoyé les invitations. Eh bien, peut-être que tout le monde n'a pas besoin d'être aux deux. Je suis sûr que certaines personnes viendront au tien. Certaines personnes à mon mariage, comme s'il s'agissait d'une scène ouverte qui pourrait attirer quelques traînards. J'ai appelé mon père ensuite. Il a fait ce que Richard Pharaon fait toujours face à un problème, il s'est défilé. Laisse-moi en parler à ta mère. On va trouver une solution. Il n'a pas rappelé pendant 3 jours. Je lui ai envoyé un SMS, Papa, est-ce que tu m'accompagnes toujours à l'hôtel? Il l'a lu et j'ai vu l'icône bleue mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai appelé encore et encore. À la 3e tentative, il a fini par répondre. Bien sûr, ma chérie, j'ai dit que je le ferais. Mais la façon dont il l'a dit, le vide dans sa voix, la manière dont les mots sortaient comme s'il lisait un texte, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Cette semaine-là, j'ai compté les réponses. Sur 38 membres de la famille invités, 22 avaient déjà répondu par un nom. Chacun d'eux, par coïncidence, allait à Greenwich. Je n'ai pas supplié. Je veux que vous le sachiez. J'ai demandé une fois. J'ai demandé clairement, et je me suis dit que leur réponse, la vraie, celle exprimée par le silence, la logistique et le peut-être que tout le monde n'a pas besoin d'être là, me dirait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place. Elle m'a tout dit. Rachel, ma meilleure amie et une infirmière aux urgences qui ne supporte pas les bêtises et qui me connaît depuis la fac, est celle qui m'a montré la situation complète. Rachel avait été ajoutée au groupe de discussion de la famille Pharaon il y a des années, à l'époque où ma mère pensait que c'était gentil d'inclure les amis d'Adeline. Personne ne l'en avait jamais retiré. Et parce que Rachel est Rachel, elle a fait des captures d'écran de tout. Elle m'a fait asseoir dans le studio un soir et a tout exposé. Colette avait appelé chaque membre de la famille individuellement, pas un message de groupe, pas une mention décontractée, mais des appels téléphoniques individuels et chirurgicaux conçus pour attirer chaque personne de son côté. À ma mère, Colette a dit, « Maman, si tu vas au mariage d'Adeline à la place, j'aurai l'impression que tu ne te soucies pas de ton premier petit enfant. » À tante Patricia, la mère de Brett vient. Si notre côté de la famille ne se montre pas, ce sera embarrassant. À mon père et celui-là, Rachel l'avait en capture d'écran du groupe. Colette a écrit, « Papa, Adeline comprendra. Elle a l'habitude d'être déçue. Elle a l'habitude d'être déçue. » Ma propre sœur a tapé ça avec ses pouces et a appuyé sur envoyer. Mais la blessure la plus profonde était financière.
Brett payait l'hypothèque de mes parents, 3200 $ par mois. Il avait donné à ma mère une carte de crédit qui couvrait les courses, les vêtements et les rendez-vous au salon de coiffure. La famille Pharaon n'était pas seulement dépendante de Colette émotionnellement, ils étaient en laisse financièrement. Colette ne l'a jamais dit directement, bien sûr. Elle n'en avait pas besoin. L'implication vivait dans chaque geste, si vous me contrariez, l'argent s'arrête. Et mes parents, qui avaient construit leur retraite autour de la générosité de Brett, ne pouvaient pas se permettre de risquer le coup. Dans le groupe de discussion, Rachel m'a montré un dernier message de Colette. Honnêtement, le mariage d'Adeline est si petit, c'est à peine un événement. Elle épouse un peintre dans un jardin. Ce n'est pas comme s'il y avait une réception au Ritz. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fermé mon téléphone. La nuit avant d'envoyer le dernier appel à ma famille, Marcus et moi étions assis ensemble dans le studio. La lampe suspendue jetait une lumière jaune et chaude sur les toiles à moitié finies et les pots de térébenthine. Dehors, les cigales commençaient à chanter. L'été à New Haven ressemble à un bourdonnement sourd qui ne s'arrête jamais. Marcus nettoyait des pinceaux. Il n'a pas levé les yeux quand il a parlé. Nous n'avons pas besoin d'eux pour que ce soit réel, Adeline. Une pause. Mais je sais que tu veux que ton père soit là. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la toile sur laquelle il travaillait, une chaise solitaire dans une pièce vide, la lumière entrant à flot par une fenêtre. Ce n'était pas censé parler de moi, mais c'était le cas. Cette nuit-là, j'ai rédigé un dernier message. Un SMS groupé à chaque membre de la famille qui avait été invité. Pas de culpabilisation, pas de désespoir, juste les faits, date, heure, adresse, itinéraire. Et à la fin, une ligne, j'espère vous y voir. J'ai appuyé sur envoyer à 22h47. Pas une seule personne n'a répondu. Le lendemain matin, Rachel a appelé de Chicago. Elle avait déjà réservé son vol. Je serai là, a-t-elle dit. Je serai toujours là. Elle n'a pas posé de questions sur les autres. Elle savait déjà. Le 14 juin était dans 12 jours. J'avais une robe suspendue dans le placard de la dentelle vintage trouvée dans un magasin de seconde main à Mystique, retouchée par une couturière qui m'avait facturé 80 $ et m'avait dit que je ressemblais à Grace Kelly. J'avais commandé des fleurs dans une ferme locale. J'avais 42 chaises installées dans un jardin. Ce que je n'avais pas, c'était un seul membre de la famille qui m'avait choisi. Mais je vais vous dire ce que je n'avais pas non plus, je n'avais plus envie de supplier. Et cela, je pense, a été la première fois que j'ai senti quelque chose changer. 14 juin, 7 heures. Le matin de mon mariage, Rachel était assise en tailleur sur le comptoir de la salle de bain en train de me maquiller. Précision de niveau hospitalier, l'appelait-elle, et j'essayais de respirer normalement. Ma robe était accrochée à la porte du placard. Mon bouquet des pivoines blanches et de la lavande d'un stand de ferme à Stonington était dans un bocal maçonne sur la table de la cuisine. Mon téléphone a vibré. Papa. J'ai décroché. Rachel observait mon visage. Adeline, ma chérie. Sa voix sonnait comme si elle avait été poncée jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Je ne sais pas comment dire ça. Ta mère et moi. La fête de Colette commence à midi. Et avec la route, je ne pense pas que nous puissions arriver à Mystique pour 15 heures. 8 secondes. Je les ai comptées. 8 secondes de silence représentaient toute l'architecture de mon enfance. Chaque carte de fête des pères, chaque papa, regarde ce que j'ai dessiné, chaque fois que j'avais choisi de croire qu'il m'aimait autant, s'effondrait comme une maison construite sur le sable. Tu avais promis, papa. Je sais, et je suis désolé, mais c'est le premier bébé de Colette. Tu auras d'autres moments. Non. Ma voix ne tremblait pas, j'en suis fier. C'est le seul jour de mon mariage, papa. Il n'y en aura pas d'autres. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Mes mains tremblaient, mais mes yeux étaient secs. Rachel n'a rien dit. Elle a juste repris la brosse à mascara et a continué. Plus tard ce matin-là, Rachel a vérifié Instagram. Elle a tenu le téléphone pour que je voie. Colette avait déjà posté une story, des ballons roses, des serpentins dorés, une salle en cours d'installation. La légende disait, tellement reconnaissante d'avoir toute la famille ici.
Posté à 9 heures, 3 heures avant même que la fête ne commence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pensé, alors c'est ce qu'on ressent quand le dernier fil rompt. Le jardin à Mystique se trouvait derrière une petite auberge surplombant un marais salé où l'eau devenait argentée dans la lumière de l'après-midi. Marcus avait passé 2 week-ends à construire l'arche, du chêne récupéré, poncé pour être lisse, entrelacé d'eucalyptus frais et de ruban blanc. C'était simple. C'était parfait. Suis arrivé à 14h15. Les chaises étaient déjà installées, 42 d'entre elles, en lin blanc, chacune avec un brin de lavande attaché au dossier. De loin, elles étaient magnifiques, comme une peinture de mariage. De près, 35 d'entre elles étaient vides. 7 personnes. C'est qui est venu? Marcus, Rachel, 2 amis de Marcus de l'école d'art, un sculpteur nommé Dave et une graveuse nommée Lena, Harold Branton dans un costume que je ne l'avais jamais vu porter, et 2 de mes amis d'université qui étaient montés de New York. 7 personnes dans 42 chaises. Le vent soufflait à travers les rangées vides et agitait la lavande comme s'il essayait de remplir le silence. Je me tenais au bout de l'allée dans ma robe de friperie et dentelle vintage, ivoire, longueur T. La couturière avait eu raison, elle m'allait comme si elle avait été faite pour moi. Mais en restant là seule, sans main à tenir, sans père à mes côtés, je ressentais chaque chaise vide comme un bleu. Le quatuor à cordes juste 2 filles de l'université locale, violon et violoncelle a commencé à jouer le canon de Pachelbel. Le son flottait au-dessus du marais. Rachel s'est avancée vers moi. Je peux t'accompagner. J'ai secoué la tête. Non, tu es ma demoiselle d'honneur. Ta place est là-haut avec Marcus. Je me suis tourné face à l'allée. Marcus se tenait à l'autre bout. Et même d'ici, je pouvais voir que ses yeux étaient rouges. J'allais faire le premier pas seul. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Lourd, délibéré, constant. Je crois que je suis trop habillé pour une fête dans un jardin. Je me suis retourné. Harold Branton se tenait à 1 mètre derrière moi, portant un costume 3 pièces bleu marine magnifiquement coupé, manifestement vieux, manifestement précieux. Une pochette bleu pâle et des boutons de manchette en argent qui accrochaient la lumière. Je remarquerai plus tard la gravure dessus, BG à Branton Galerie. Mais à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était la stabilité dans ses yeux. Mais si vous permettiez à un vieil homme d'avoir cet honneur, a-t-il dit, en me tendant le bras. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Pas le genre de rupture tranchante, mais le genre où la lumière entre. J'ai regardé cet homme, notre propriétaire, notre voisin, le personnage calme qui buvait du café noir dans notre studio et disait à Marcus de réchauffer la lumière d'un demi-degré et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Harold n'était pas seulement gentil. Il avait observé. Il avait prêté attention. Il était là. Harold, vous n'êtes pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. Je le veux. Sa voix était calme, ferme. Ton père devrait être ici. Mais puisqu'il n'est pas là, quelqu'un qui t'apprécie vraiment devrait l'être. J'ai pris son bras. Nous avons marché. Les 7 personnes sur ces chaises se sont levées. Rachel pleurait déjà. Dave et Lena souriaient. Marcus, au bout de l'allée, pressait le dos de sa main contre sa bouche. La cérémonie a duré 12 minutes. Notre célébrant, un juge à la retraite que Marcus connaissait grâce à un projet artistique communautaire, a fait court. Nous avons échangé nos vœux. Marcus avait écrit les siens sur un morceau de toile apprêté au gesso. J'avais écrit les miens au dos d'une de mes illustrations. Nous avons tous les deux pleuré. Nous avons tous les deux ri. 7 personnes ont applaudi. Et dans ce jardin, par cet après-midi de juin, c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Je vais faire une pause ici une seconde. Si le geste de Harold vous a serré le cœur comme le mien ce jour-là, vous savez déjà pourquoi cette histoire est importante. Mon père a eu 30 ans pour être présent pour moi. Harold me connaissait depuis 2 ans, mais il était là. Si vous avez déjà eu quelqu'un d'inattendu qui a rempli un espace laissé vide par la famille, racontez-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez voir ce qui se passe ensuite, parce que croyez-moi, l'histoire ne s'arrête pas à l'hôtel, restez avec moi. Après la cérémonie, nous avons tenu la réception dans le même jardin. Il n'y avait pas de salle de réception, pas de DJ, pas de gâteau à 5 étages.
Nous avons commandé des pizzas dans un endroit du centre-ville de Mystique. Rachel avait apporté 3 bouteilles de vin, rien de sophistiqué, juste quelque chose qu'elle aimait. Dave a connecté son téléphone à une enceinte portable et nous avons dansé sur l'herbe jusqu'à ce que les lucioles sortent. C'était joyeux. C'était imparfait. C'était à nous. Mais quand la musique s'est tue et que Marcus aidait Dave à replier les tables, je me suis assise sur l'une des chaises vides et j'ai ouvert mon téléphone. 0 message de ma famille. Pas un seul. Pas de félicitations, pas de désolé, nous n'avons pas pu venir, pas de on pense à toi aujourd'hui. Rien. Comme si l'événement n'avait pas eu lieu. Comme si je n'existais pas. J'ai ouvert Instagram. Je savais que je ne devais pas le faire, mais je l'ai fait. Colette avait posté 14 photos. Le Greenwich Country Club, des ballons roses et dorés, une table de dessert qui coûtait probablement plus cher que tout mon mariage. Tante Patricia riant avec une coupe de champagne. Oncle Tom tenant un sac cadeau. Et mon père. Mon père debout à côté de Colette, sa main posée sur son ventre, rayonnant. La dernière photo était un selfie de Colette au centre, radieuse, entourée de visages que j'avais invités à mon mariage. La légende disait, entourée d'amour. La famille, c'est tout. La famille, c'est tout. Elle a tapé ça pendant que je prononçais mes vœux devant cette personne et une rangée de chaises vides. J'ai zoomé sur l'une des images d'arrière-plan, une photo de groupe près du bar. Brett était dans le coin opposé, détourné de la caméra, le téléphone collé à l'oreille, la mâchoire serrée. Il avait l'air stressé. Cela m'a semblé étrange lors d'une célébration, mais je l'ai noté dans un coin de ma tête sans plus y penser. Pas à ce moment-là. Cette nuit-là, de retour au studio, Marcus et moi étions allongés sur le vieux futon qui servait de canapé. Les fenêtres étaient ouvertes, et le chant des grillons entrait comme une musique. Nous avions pris la lavande des chaises et l'avions mise dans des bocaux partout dans l'appartement. Ça sentait comme si le mariage nous avait suivis jusqu'à la maison. Marcus fixait le plafond. Sa main était dans la mienne. J'ai épousé la femme la plus talentueuse, la plus têtue et la plus belle que j'ai jamais connue, a-t-il dit. Dans un jardin avec 7 témoins. Il s'est tourné vers moi. Et je ne l'échangerai pas contre une salle de bal avec 300 personnes. J'ai essayé de sourire. J'y suis presque parvenu. Je n'arrête pas de me dire que peut-être si j'avais essayé plus fort. Appelé une fois de plus. Tu as assez appelé. Sa voix était douce mais définitive, comme une porte se fermant sur une pièce où je n'avais plus besoin d'entrer. Tu as appelé plus qu'assez, Adeline. C'est là que ça m'a frappé, pas la tristesse pour moi-même, mais la tristesse pour lui. Marcus s'était tenu au bout de cette allée en regardant sa mariée s'avancer vers lui avec un propriétaire de 67 ans parce que son propre père n'avait pas daigné se déplacer. Il méritait une famille qui nous encourage. Il méritait mieux que des chaises vides. Tu méritais un vrai mariage, elle chuchotait. Avec une famille qui nous encourage. C'était un vrai mariage, a dit Marcus. Harold était là. Rachel était là. C'est plus de famille que ce que le sang t'a donné aujourd'hui. J'ai pleuré alors, doucement contre son épaule. Pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais fatigué de tout porter à bout de bras. Je ne le savais pas encore, mais Marcus avait un secret, quelque chose pour lequel Harold l'avait aidé au cours des derniers mois. Quelque chose qu'il m'avait délibérément caché pour que le jour de notre mariage ne soit pas une question d'argent. Quelque chose qui allait tout changer en quelques semaines. Une semaine a passé, puis une autre. Pas un seul membre de ma famille ne m'a contacté. Au 8e jour, j'ai envoyé un dernier message. Je l'ai tapé avec précaution, je l'ai lu 3 fois et j'ai appuyé sur envoyer, merci pour votre silence. Il m'a dit tout ce que vos mots n'ont jamais pu dire. Je ne vous recontacterai plus. Si vous voulez parler, vous savez où me trouver. Ma mère a répondu 2 jours plus tard, Adeline, ne sois pas dramatique. Nous t'aimons. La fête de Colette était juste un mauvais timing. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste le mot dramatique, l'arme préférée de la famille Pharaon contre quiconque ose exprimer ses sentiments à voix haute. Je n'ai pas répondu. J'ai mis le groupe de discussion en sourdine et j'ai tourné mon attention vers la seule chose qui ne m'avait jamais déçu, le travail. Marcus peignait à nouveau quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Il avait commencé une série qu'il appelait la 7e chaise.
des huiles de grand format explorant l'absence dans des espaces intimes, une table de dîner dressée pour 8 avec une chaise légèrement reculée, intacte, un banc d'église vide à l'exception d'un programme plié à une extrémité, une rangée de chaises en lin blanc dans un jardin. De la lavande sur chacune d'elles, 35 d'entre elles ne contenant rien d'autre que de l'air. Je savais de quoi parlaient les peintures. Il n'avait pas besoin de m'expliquer. Un après-midi, Harold est descendu voir le travail. Il est resté longtemps devant la pièce du jardin, son café refroidissant dans sa main. Puis il a sorti son téléphone et a tapé quelque chose. Il n'a pas dit à qui il envoyait un message. Je n'ai pas demandé. J'ai arrêté d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. Et j'ai commencé à construire une vie qui n'en avait pas besoin. Mais la vérité était que, sans que je le sache, quelque chose d'énorme était déjà en train de se construire, et il y avait les empreintes de Harold partout. 2 semaines après le mariage, Harold nous a invités, Marcus et moi, à monter prendre le café. Pas le habituel passé si vous voulez, mais une véritable invitation. Il avait disposé 3 tasses, une cafetière à piston et une boîte en carton sur la table de la cuisine. « Asseyez-vous » a-t-il dit. « Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient des catalogues d'exposition de la Branton Gallery, Chelsea, New York City. Il y avait des articles découpés de Art News et Art Forum, et des photographies de Harold debout à côté d'artistes lors de vernissage des gens que je reconnaissais sur les murs des musées. J'ai dirigé la Branton Gallery pendant 22 ans, a dit Harold, en posant un catalogue devant moi. La couverture montrait une peinture que j'avais vue reproduite dans des manuels scolaires. J'ai représenté 43 artistes pendant cette période. 7 d'entre eux font maintenant partie de la collection permanente du Whitney. Je l'ai regardé, l'homme calme dans sa veste en velours côtelé, le propriétaire qui nous demandait $800 par mois et nous disait de réchauffer la lumière. Vous ne nous l'avez jamais dit, ai-je dit. Vous n'aviez pas besoin de le savoir. Harold a croisé les mains. Je voulais d'abord être sûr pour Marcus. J'ai passé toute ma carrière à apprendre la différence entre compétent et extraordinaire. Marcus est extraordinaire. Puis il nous a raconté le reste. 6 mois plus tôt, avant les fiançailles, avant le mariage, avant tout cela, Harold avait envoyé des photographies du travail de Marcus à Victor Ashland. Victor Ashland, le collectionneur privé dont les avoirs comprenaient des œuvres de Richter et Hockney, dont le nom apparaissait dans chaque catalogue de vente aux enchères majeures du monde occidental. Victor avait acheté une pièce immédiatement, $85 000. J'ai regardé Marcus. Il a hoché la tête lentement et je l'ai vu ce qu'il portait. J'allais te le dire après le mariage, a-t-il dit. Je ne voulais pas que cela fasse de l'ombre à notre journée. Au cours des jours suivants, l'ampleur de ce que Harold avait mis en mouvement est devenue claire. L'avocat de Victor Ashland a contacté Marcus avec une proposition formelle, un contrat de commande artistique pour 12 peintures originales à réaliser au cours des 18 mois suivants pour la collection privée de Victor. Valeur totale du contrat, $450 000, payable par versement lié aux étapes de livraison. Chaque terme était précisé, calendrier de paiement, dispositions relatives à la propriété intellectuelle, assurance pendant le transport. C'était le genre de contrat dont les artistes passent toute leur carrière à rêver sans jamais le voir. Joint à l'accord se trouvait une lettre séparée du directeur de la galerie Caldwell sur la 25e rue Ouest à Manhattan, l'une des galeries les plus respectées du pays pour le réalisme contemporain. Ils invitaient Marcus à organiser une exposition solo. La pièce maîtresse serait la série La 7e chaise. Marcus et moi sommes allés à New York pour signer les papiers au bureau de l'avocat sur Park Avenue. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir et j'ai lu chaque page. Les chiffres se brouillaient. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'est plus d'argent que ce que mon père a gagné en 5 ans à la banque, ai-je dit doucement. Harold, qui était venu pour la signature, posa sa main sur la table. Et ce n'est que le début. Victor n'investit pas dans les artistes à la légère. Il construit une relation, il n'achète pas un produit. Cela ouvrira toutes les portes vers lesquelles Marcus se dirigera. Marcus signa, et l'avocat légalisa l'acte. Le directeur de la galerie Caldwell confirma le calendrier de l'exposition par email le même après-midi. C'était réel. Tout cela. Documenté, légitime, contraignant. Nous n'en avions parlé à personne. Pas une âme.
Ma famille pensait toujours que Marcus était un homme qui peignait pour le plaisir et ne pouvait pas payer le loyer sans mes revenus d'illustratrice indépendante. Il n'avait aucune idée de ce qui était sur le point de changer. Une semaine plus tard, Victor Achelin appela Marcus directement. J'étais dans l'atelier quand Marcus a mis le haut-parleur. Pas intentionnellement, mais parce que ses mains étaient couvertes de jaune de cadmium. La voix de Victor était chaleureuse, posée, le genre de voix qui appartient à quelqu'un qui n'a pas été pressé depuis 1997. Marcus, je crois comprendre que vous et votre femme n'avez pas eu le voyage de noces que vous méritiez. Mon yacht, le Méridien, sera à Monaco le mois prochain. J'aimerais que vous passiez tous les 10 jours à bord. Considérez cela comme un remerciement pour les 3 premiers tableaux. Le Méridien. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'un yacht à moteur de 55 mètres que Victor gardait en Méditerranée tout l'été. Il s'en servait pour accueillir des artistes, des conservateurs et des collectionneurs. C'était autant un salon flottant qu'un bateau. Marcus, nous ne pouvons pas accepter cela, ai-je chuchoté, en couvrant le téléphone. Il m'a regardé, puis a regardé la toile, puis m'a regardé à nouveau. Harold dit que Victor fait ça pour chaque artiste à qui il passe commande. C'est sa façon de nouer des relations. C'est professionnel, pas de la charité. J'ai hésité, mais j'ai repensé aux 42 chaises, au jardin vide, au père qui avait choisi une baby shower plutôt que mon mariage, et je me suis dit, j'ai passé ma vie entière à me faire plus petite pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Plus maintenant. J'ai dit oui. Rachel l'a appris quelques jours plus tard, et sa réaction a été exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre. Ma fille, tu vas sur le yacht d'un milliardaire pour ta lune de miel et ta famille pense que Marcus est fauché. Elle a ri si fort qu'elle s'est étouffée avec son café. Ils ne savent pas, ai-je dit. Et je ne vais pas leur dire. Je ne cachais rien. J'ai juste arrêté de jouer pour un public qui n'applaudissait jamais. Pendant que Marcus et moi préparions le voyage, quelque chose changeait dans la famille Farao, bien que je n'en saisissais que des fragments. Tante Patricia, la seule parente qui m'envoyait encore des SMS occasionnellement, a mentionné en passant que la société immobilière de Brett Whitfield traversait une mauvaise passe. 2 projets de développement majeurs étaient tombés à l'eau. Le financement s'était effondré. Les détails étaient vagues, mais les conséquences ne l'étaient pas. La Lexus de Colette avait disparu, remplacée par une Honda CR-V d'occasion. Colette, qui publiait sur Instagram comme certains respirent, était restée silencieuse pendant 2 semaines consécutives. Pour elle, c'était l'équivalent d'un signal de détresse. Puis, pour la première fois en plus d'1 mois, ma mère a appelé. « Salut, chérie. Comment vas-tu » Sa voix avait cet éclat particulier, celui qui essaie trop d'en faire. Je me suis appuyé contre le mur de l'atelier. Je suis occupé, maman. Oh, d'accord. Une pause. Eh bien, ton père te dit bonjour. J'ai raccroché et je suis resté là 1 minute, le téléphone chaud dans ma main, ressentant le poids familier de la situation. Je savais exactement pourquoi elle avait appelé. Quand l'argent de Brett coulait à flot, je n'existais pas. Maintenant qu'il se tarissait, la famille Farao redécouvrait soudainement sa fille cadette. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que je ne comprenais pas encore tout à fait moi-même, c'est que 3 semaines plus tard, une seule photographie ferait paraître l'argent de Brett Whitfield comme de la petite monnaie. J'ai fait une valise. Marcus a emballé ses carnets de croquis. Nous nous sommes envolés pour Nice un mardi matin de juillet. Et quand nous sommes montés à bord du Méridien, j'ai regardé la Méditerranée et j'ai pensé, voilà ce qu'on ressent quand le monde finit par vous rattraper. Le Méridien n'était pas un bateau, c'était une cathédrale flottante. Notre cabine avait un balcon privé qui s'ouvrait sur une eau si bleue qu'elle paraissait artificielle. La salle de bain avait des sols en marbre. Les draps étaient en coton égyptien, et quelqu'un avait placé des gardénias frais sur la table de nuit avant notre arrivée. Je me suis tenu sur le balcon le premier matin, pieds nus, vêtu d'une robe en lin que j'avais achetée sur un marché à Nice pour 40 €, et j'ai regardé le littoral de Monaco défiler comme un tableau que Marcus n'avait pas encore commencé. Le 3e soir, Victor a organisé un dîner sur le pont supérieur. 8 invités, 2 collectionneurs de Londres, un conservateur de la Tate, un critique d'art basé à Berlin et leurs partenaires respectifs. La table était dressée avec du cristal et du lin blanc. Des bougies vacillaient à l'intérieur de lanternes en verre. Le ciel est passé de l'orange à l'indigo pendant que nous mangions. Victor s'est levé et a levé son verre.
J'aimerais vous présenter Marcus Delaney, le peintre réaliste le plus passionnant que j'ai rencontré en 2 décennies. Sa prochaine exposition à la galerie Caldwell s'intitulera The Seventh Chair. Je pense que vous trouverez son travail extraordinaire. Marcus, assis à côté de moi, a décrit le concept des peintures sur l'absence, sur les espaces vides laissés par les personnes qui ont choisi de ne pas venir. Il parlait doucement, sans mise en scène. Le critique d'art de Berlin s'est penché en avant. Cela a le potentiel d'une biennale, a-t-il dit, et la table a murmuré son accord. J'étais assise à côté de mon mari, silencieuse, ma main posée sur son genou. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens qui reconnaissaient la valeur de ce que Marcus et moi avions construit non pas malgré ses origines modestes, mais à cause d'elle. Avant le dessert, Victor m'a trouvé seul près du bastingage. « Votre mari a du talent », a-t-il dit. « Mais je pense que vous le saviez déjà bien avant tous les autres. »« C'est vrai », ai-je dit. « Merci de l'avoir vu, vous aussi. » Lors de la dernière soirée à bord du Méridien, j'ai fait quelque chose que je ne fais presque jamais, j'ai posté une photo sur Instagram. Je ne suis pas une adepte des réseaux sociaux. Mon compte comptait peut-être 200 abonnés et des amis, quelques clients pour mes illustrations, des connaissances de l'université. Je n'avais rien posté depuis des mois. Mais ce soir-là, alors que le soleil descendait sous la Méditerranée et que la lumière changeait l'eau en or, Marcus a entouré ses bras autour de moi par derrière. Et Rachel, qui m'envoyait sans relâche des SMS pour avoir des photos, n'était pas la seule raison pour laquelle j'ai sorti mon téléphone. Je voulais une trace. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour moi. La photo, moi debout à la proue du Méridien, portant une robe en soie blanche que j'avais trouvée dans une boutique à Nice. Marcus derrière moi, son menton posé sur mon épaule. Le littoral de Monaco au loin dans la pénombre. Sur la table à côté de nous, une coupe de champagne, à moitié visible, le catalogue de l'exposition de la galerie Caldwell avec le nom de Marcus sur la couverture. Pas de tag, pas d'explication, pas de mélodrame, juste une phrase et une photographie. Je l'ai posté à 21h, heure européenne, soit 3h du matin sur la côte est. Puis j'ai mis mon téléphone dans le tiroir de la table de nuit, j'ai embrassé Marcus pour lui dire bonne nuit et je me suis endormi en écoutant le mouvement de l'eau contre la coque. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai attrapé mon téléphone par habitude. L'écran était un mur de notifications. J'ai dû faire défiler pendant près d'une minute entière pour voir le bas. 417 appels manqués et messages textes. La même famille qui n'avait pas pu envoyer un seul message le jour de mon mariage avait soudainement beaucoup à dire sur l'endroit où je passais ma lune de miel. 417. Ce n'est pas une faute de frappe. Je vous laisse digérer ce chiffre une seconde. La même famille qui n'avait pas pu envoyer un seul message le jour de mon mariage avait soudainement beaucoup à dire en voyant où j'étais. Si vous regardez toujours, tout d'abord, merci. Et deuxièmement, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous répondu à ces appels ou les auriez-vous laissés sonner? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que ces messages disaient réellement. Je me suis assise au bord du lit et j'ai parcouru les messages comme on lirait un rapport d'autopsie, cliniquement, lentement, en laissant chacun d'eux s'imprégner. Mon père, 23 appels manqués, 11 messages textes. Le premier, Adeline, à qui est ce yacht? Rappelle-moi. Puis, je ne savais pas que Marcus réussissait aussi bien. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Et enfin à 2h du matin, son heure, chérie, s'il te plaît, appelle ton papa. Ma mère, 18 appels, 9 messages. Oh mon Dieu, Adeline. Suivi de, c'est Monaco? Suivi de, tu vas bien? À qui est ce bateau? Et inévitablement, je suis tellement contente pour toi, ma chérie. Il faut qu'on fête ça quand tu seras de retour. Fêter ça. Elle voulait fêter ça. La femme qui n'avait pas daigné m'envoyer ses félicitations le jour de mon mariage voulait maintenant organiser une fête parce qu'elle avait vu un yacht. Colette, cet appel ce qui était retenu selon ses standards. 3 messages, chacun plus révélateur que le précédent. Attends, quoi? Puis, l'art de Marcus se vend-il vraiment? Et enfin, Adeline, nous devrions parler. Appelle-moi. Le reste oncle, tante, cousin au second degré, des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années a déferlé comme une inondation. OMG, félicitations. Si fier de toi.
On a toujours su que Marcus avait du talent. Les mêmes personnes qui avaient répondu au non à l'invitation de mon mariage faisaient maintenant la queue pour prétendre qu'elles avaient cru en nous depuis le début. Et puis tout en bas, un message auquel je ne m'attendais pas, Brett Whitfield. Il ne m'avait jamais envoyé de SMS directement de sa vie. Adeline, ton mari est-il représenté par une galerie? J'aimerais entrer en contact. Brett Whitfield, l'homme dont l'argent avait acheté la loyauté de ma famille, essayait maintenant de se faire un réseau grâce à la belle-sœur qu'il avait à peine reconnue pendant 5 ans. J'ai lu chaque message. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Marcus m'a trouvé sur le balcon 1 heure plus tard, le téléphone face contre table. Il n'a pas demandé ce que les messages disaient. Il pouvait le lire sur mon visage. Je ne vais pas les ignorer éternellement, ai-je dit. Mais je ne vais pas faire comme si tout allait bien non plus. Cet après-midi-là, j'ai déverrouillé le chat de groupe familial pour la première fois depuis que je l'avais mis en sourdine. J'ai tapé un message, je l'ai révisé 2 fois, puis je l'ai envoyé. Merci pour vos messages. Marcus et moi allons bien. Pour ceux qui sont curieux, Marcus a signé une commande artistique majeure il y a 6 semaines. Le yacht appartient à son mécène, Victor Ashland. Notre lune de miel était un cadeau. Je veux être honnête, je ne prétendrai pas que votre absence le 14 juin n'a pas fait mal. Elle a fait mal, profondément. Mon père a promis de m'accompagner à l'hôtel et a choisi de ne pas le faire. Ma mère a choisi une baby shower plutôt que le mariage de sa fille. Ma sœur a délibérément programmé son événement le jour de mon mariage. Je ne suis pas en colère, mais j'ai besoin d'espace. Quand je serai prête à parler, je reviendrai vers vous. S'il vous plaît, respectez cela. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai remis le téléphone dans le tiroir. Pendant 4 heures, personne n'a répondu. Je les imagine en train de le lire en groupe, rassemblés autour d'un comptoir de cuisine, se passant le téléphone, le relisant, se regardant dans le silence particulier des gens qui se sont fait prendre. Mon père a appelé à 20 heures. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, Colette a posté une story Instagram. Une photo d'une table de dîner magnifiquement dressée, lumière chaleureuse, verre de vin. La légende, dîner en famille ce soir. Il en manque une. Comme si j'avais simplement omis de venir. Comme si c'était moi qui étais parti. Certaines personnes ne cessent jamais de réécrire l'histoire, même quand toute la pièce connaît déjà la vérité. 3 semaines après notre retour de Monaco, la galerie Caldwell a publié le communiqué de presse, Marcus Delaney, exposition solo The Seventh Chair. Il a été envoyé à toutes les publications d'art majeures du pays. Art News a publié un aperçu. Arnett l'a repris le jour même. Et puis celle qui comptait le plus, un article dans la section artistique du New York Times avec une photo de Marcus debout à côté de la pièce maîtresse de l'exposition. Le tableau, un jardin rendu dans une lumière d'après-midi lumineuse, une arche de bois de récupération entrelacée d'eucalyptus. 42 chaises blanches avec de la lavande sur chacune d'elles, s'étendant en rangées soignées sur une pelouse verte. 7 d'entre elles accueillaient des silhouettes chaleureuses, vivantes, peintes avec la tendresse que Marcus réserve aux personnes qu'il aime. Les 35 autres étaient vides. La lumière du soleil tombait sur les sièges vacants comme une question à laquelle personne ne voulait répondre. Le titre, 14 juin. Prix, 120 000 $. Déjà vendu. Victor l'avait réservé avant l'ouverture de l'exposition. L'article notait que le travail de Marcus explore l'absence familiale et le déplacement émotionnel avec une spécificité qui semble à la fois profondément personnelle et universellement dévastatrice. Il mentionnait la collection privée de Victor Ashland. Il mentionnait l'héritage de la galerie Branton. Il utilisait le mot extraordinaire. Le soir du vernissage, 200 personnes ont rempli la galerie. Collectionneurs, conservateurs, critiques. Adeline se tenait à côté de Marcus dans une simple robe noire, regardant des inconnus pleurer devant des peintures nées du pire jour de sa vie. Un reporter du Times s'est approché de Marcus. Le titre, 14 juin, est-ce autobiographique? Marcus n'a pas hésité. Oui. C'était le jour de mon mariage. C'est invité, 42 chaises. Le silence s'est fait dans la salle. Puis les questions ont commencé. Au matin, l'histoire était partout. Je ne l'avais pas prévu. Marcus ne l'avait pas prévu. Mais la vérité, une fois qu'elle trouve une scène, n'a pas besoin de permission.
Mon père a vu l'article en premier. Quelqu'un le lui a transféré, je n'ai jamais su qui. Mais je peux l'imaginer assis à la table de la cuisine à Glastonbury, ses lunettes de lecture sur le nez, le New York Times ouvert sur son iPad. Et voyant ses 42 chaises rendues à la peinture à l'huile avec la précision d'un homme qui se souvient de chaque détail du jour où son beau-père n'est pas venu. Ma mère a appelé. Sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Adeline, ton père a vu le tableau. Il n'a pas parlé depuis des heures. Il est juste assis là. Maman, ce n'est pas moi qui l'ai peint, ai-je dit. C'est Marcus. Il a peint ce qui s'est passé. Elle n'a pas trouvé de réponse à cela. La réaction de Colette a été différente. Elle n'était pas triste, elle était furieuse. Pas contre elle-même, mais contre l'exposition publique. En quelques jours, ses amis ont commencé à poser des questions. Attends, le mari de ta sœur? C'est Marcus Delaney? Pourquoi n'étais-tu pas à son mariage? Colette, qui avait passé des années à construire un récit d'unité familiale et de grâce sociale, ne pouvait soudainement plus expliquer cette absence. L'image qu'elle avait construite, sœur aimante, fille dévouée, centre de l'univers Pharaon, avait un trou de la taille de 42 chaises. Brett a appelé Marcus directement. Et Marcus, félicitations. Écoute, j'ai des clients qui pourraient être intéressés par une commande. Marcus l'a coupé poliment. Merci, Brett, mais je travaille exclusivement par le biais de ma galerie maintenant. Harold et Caldwell s'occupent de toutes mes commandes. Pendant ce temps, tante Patricia m'a envoyé une capture d'écran du chat de groupe familial, celui dont je ne faisais plus partie. Colette avait écrit, elle fait ça pour nous humilier. Et mon père, pour la première fois de sa vie, avait répondu, peut-être que nous aurions dû aller au mariage. La réponse de ma mère, ne commence pas, Richard. Même maintenant, même avec la vérité sur le mur d'une galerie à la vue de 200 personnes, personne dans ma famille ne pouvait prononcer les mots simples, nous avons eu tort. 2 mois après l'ouverture de l'exposition, un avis est apparu dans le registre du commerce du Connecticut. Cela aurait été anodin pour la plupart des gens, Whitfield Property LLC, la société familiale de Brett, avait déposé le bilan au titre du chapitre 11. Les détails ont émergé lentement, puis d'un seul coup. 2 échecs de projets immobiliers à Stanford. Un défaut de paiement sur un prêt à la construction. Les créanciers qui font la queue. L'entreprise qui avait autrefois fait de Brett le gendre en or de la famille Pharaon n'était plus qu'un nom sur un dossier de tribunal. Les conséquences ont frappé mes parents en quelques semaines. Brett a arrêté de payer l'hypothèque de la maison de Glastonbury, $3200 par mois, disparu du jour au lendemain. La carte de crédit supplémentaire de ma mère a été annulée. Colette, qui n'avait jamais eu besoin de penser à l'argent, a commencé à vendre ses bijoux par le biais d'un site de dépôt-vente de luxe, le bracelet Cartier, un pendentif Tiffany, des pièces qu'elle avait autrefois arborées comme des trophées. Mon père m'a appelé, pour la première fois depuis l'article. Adeline, je ne sais pas comment te dire ça. Sa voix était fluette, fatiguée. Ta mère et moi. Nous pourrions perdre la maison. Je sais que je n'ai aucun droit de te le demander, mais y a-t-il un moyen? J'ai laissé le silence s'installer. Je pense qu'il avait besoin de l'entendre. Le même silence que j'avais entendu le matin de mon mariage quand il m'avait dit qu'il ne venait pas. Papa, ai-je dit, je vais être honnête avec toi. Il y a 6 mois, tu as choisi la fête de Colette plutôt que mon mariage. Tu as rompu une promesse. Tu m'as laissé marcher vers l'hôtel avec notre propriétaire parce que venir pour moi n'en valait pas la peine. Je l'entendais respirer. Je ne vais pas refuser de t'aider, mais j'ai besoin que tu comprennes une chose d'abord, je ne suis pas ton plan de secours. Je suis ta fille, et tu m'as traité comme si j'étais facultative. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Puis, doucement, tu as raison. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Colette a appelé 2 jours plus tard. C'était la première fois que nous nous parlions depuis avant le mariage. Elle a commencé avec tendresse. Tu me manques, a dit. Le surnom, la voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Puis, en moins de 30 secondes, le masque est tombé. Brett a tout perdu. Maman et papa ont besoin d'aide. Marcus et toi réussissez si bien maintenant. On ne peut pas simplement passer à autre chose? Passer à quoi, exactement? J'ai gardé une voix égale, pas froide, juste claire.
Tu as programmé ta baby shower le jour de mon mariage. Tu as appelé chaque membre de la famille et tu leur as dit de te choisir. Tu as dit à papa que je pourrais avoir un mariage n'importe quand. Tu t'en souviens? Silence. J'étais enceinte, Adeline. J'étais pleine d'hormones et j'avais peuré. Et tu étais calculatrice, ai-je dit sans méchanceté, juste comme un fait. Et ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour te punir. Mais j'ai besoin que tu saches, je vois tout clairement maintenant. Je l'ai toujours vu. J'ai simplement choisi de l'ignorer parce que je voulais une famille. Je pouvais entendre sa respiration changer, son calme pratiqué vaciller. Je t'aime, Colette, mais je ne laisserai plus jamais l'amour être utilisé comme une laisse. Si tu veux une relation avec moi, cela commence par l'honnêteté, pas par une demande d'argent. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé pendant 3 semaines. J'ai posé le téléphone et j'ai marché vers l'atelier où Marcus terminait le 9e tableau de la série. Une longue table avec 11 couverts, une chaise reculée, une serviette pliée mais intacte. Il a levé les yeux quand je suis entré. Comment ça s'est passé? Elle a raccroché. Il a hoché la tête. Elle rappellera. Peut-être. Mais elle rappellera différente, ou elle ne rappellera pas du tout. Ce sont les 2 seules options que j'accepte. Marcus s'est remis à peindre. J'ai pris mon stylo d'illustration. Les grillons chantaient à l'extérieur, indifférents à tout cela. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine d'une maison qui m'appartenait. Elle était petite, un cottage de 2 chambres à Westport, dans le Connecticut, à 10 minutes de l'eau. Des clins blancs, des volets bleus, un porche qui faisait le tour du côté. Le rez-de-chaussée avait été converti en atelier pour Marcus. Une ventilation adéquate, une lumière orientée vers le nord, une porte qui s'ouvrait sur un jardin où, au printemps, je prévoyais de faire pousser de la lavande. Nous l'avions payé intégralement. Pas d'hypothèque, pas d'aide, aucun nom sur l'acte à part les nôtres. Marcus avait terminé la série Ses ventes chères 12 peintures qui étaient restées exposées à la galerie Caldwell pendant 3 mois. Presque chaque pièce s'était vendue. Le revenu total dépassait les $600 000, et la liste d'attente pour sa prochaine série s'allongeait déjà. Victor Ashland avait proposé une 2e commande. 2 galeries européennes avaient pris contact. Ma propre carrière avait également changé. Un grand éditeur de livres pour enfants m'avait proposé un contrat d'illustration pour plusieurs livres après avoir vu mon travail lors du vernissage chez Caldwell. Quelqu'un de leur département artistique y avait assisté et avait reconnu mon style éditorial. Le premier livre parlait d'une petite fille qui plante un jardin de fleurs sauvages dans un champ où rien n'était censé pousser. Je l'illustrais sur la table de la salle à manger chaque matin pendant que Marcus travaillait en bas. Harold venait dîner tous les dimanches. Il arrivait de New Haven dans sa vieille Volvo, apportait une bouteille de vin rien de cher, toujours bon et s'asseyait à notre table comme s'il avait toujours été là, parce que de toutes les manières qui comptent, il l'avait été. Un dimanche, j'ai servi du poulet rôti aux herbes du jardin. Harold a levé son verre. À la 7e chaise, a-t-il dit. Marcus a trinqué son verre contre celui d'Harold. J'ai trinqué le mien contre les 2. Cette personne a un mariage, et chacune d'entre elles fait toujours partie de ma vie. Par un mardi après-midi d'octobre, j'ai entendu une voiture s'engager dans l'allée de gravier. Personne n'avait prévenu. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai trouvé mon père debout sur le porche. Il portait une chemise en flanelle et un pantalon kaki. Ses mains étaient dans ses poches. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, pas à cause du temps qui passe, mais comme un homme qui avait porté quelque chose de lourd et ne pouvait pas le poser. Je ne suis pas venu pour demander quoi que ce soit, a-t-il dit. J'ai attendu. Je suis venu pour te dire que je suis désolé. Pas le genre de désolé qui attend le pardon, le genre qui sait qu'il ne le mérite pas. Il se tenait là, dans la lumière d'octobre, les feuilles dérivant sur le porche, et je pouvais voir qu'il avait répété cela. Pas parce que ce n'était pas sincère, mais parce que ça l'était. Il avait besoin de le dire avec précision. J'étais assis dans un country club à manger des petits fours pendant que ma fille se mariait avec cette personne, a-t-il dit. Je porterai cela pour le reste de ma vie. Je sais, papa. Ma voix était assurée, calme. Tu peux rester pour le café. Marcus vient d'en préparer un pot. Il est entré. Il a marché lentement dans la maison, regardant tout, l'atelier en bas, le jardin visible par la fenêtre arrière, les tableaux de Marcus sur les murs.
Dans le couloir, il s'est arrêté. Un petit tableau était accroché près des porte-manteaux. 14 juin, étude numéro 1. Une première esquisse à l'huile. 7 chaises occupées, 35 vides. Mon père est resté devant pendant un long moment. Puis il a plongé la main dans le sac qu'il portait et en a sorti un cadre. À l'intérieur se trouvait un certificat, le prix artistique de l'État du Connecticut, daté d'il y a 12 ans. Mon nom y figurait. Le papier avait jauni. Je l'ai trouvé au grenier, a-t-il dit. Il aurait dû être sur le mur il y a 16 ans. Je l'ai pris de ses mains, et je l'ai laissé rester pour le café. On me demande toujours, est-ce que tu leur as pardonné? La réponse honnête est que le pardon n'est pas un événement unique. Ce n'est pas un cadeau que l'on remet et puis c'est fini. C'est un pont que l'on construit planche par planche. Et certains jours, on pose des planches, et d'autres jours, on se tient au bord en se demandant si cela vaut la peine de traverser. Colette a fini par m'écrire une lettre, une vraie, à l'encre sur du papier, postée avec un timbre. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais elle contenait la seule phrase que j'attendais depuis des années, j'ai programmé la baby shower sur ton jour. Ce n'était pas un accident. J'avais peur que si ton mariage se passait bien, tout le monde cesse d'avoir besoin de moi. J'ai lu cette ligne 4 fois. Puis j'ai plié la lettre et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Pas à la poubelle, pas sur le mur dans le tiroir, là où je pourrais la retrouver quand je serai prête. Ma mère appelle une fois par semaine maintenant. Elle prend des nouvelles de mon travail, des peintures de Marcus, du jardin. Elle ne demande pas d'argent. C'est une petite chose, mais c'est une chose vraie. Brett et Colette vivent dans un appartement en location à Stanford. Brett a pris un poste dans une autre entreprise, repartant de zéro. Colette a trouvé un emploi, son premier en 6 ans, comme coordinatrice d'événements pour une organisation à but non lucratif. J'ai entendu dire qu'elle était douée pour ça. J'espère qu'elle l'est. Et moi? Je me tiens sur le porche arrière d'une maison que j'ai payée moi-même, regardant la lumière du soir s'installer sur le jardin. Marcus est dans l'atelier, je peux entendre le doux raclement de son couteau à palette à travers la fenêtre ouverte. Harold est en route pour le dîner du dimanche. La lavande que j'ai plantée au printemps a commencé à fleurir. 42 chaises, 7 personnes, 417 messages. En fin de compte, les chiffres n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai arrêté de compter les gens qui sont partis pour commencer à compter ceux qui sont restés. Le respect de soi est la forme la plus silencieuse de vengeance. Vous n'avez pas besoin de tout brûler, vous devez juste arrêter de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été celui ou celle assis sur les chaises vides pendant que quelqu'un d'autre remplissait la salle, je vous vois. Vous n'êtes pas invisible. Vous ne l'avez jamais été. Maintenant, j'ai une question, auriez-vous répondu à ces 417 appels? Ou auriez-vous gardé le téléphone dans le tiroir? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je vous promets que je les lirai. Si vous voulez entendre une autre histoire comme celle-ci, il y en a une qui vous attend dans la description ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Pas pour moi, pour la prochaine histoire qui pourrait vous trouver exactement quand vous en aurez besoin.